Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann, l'ancien ministre Hubert Védrine, l'ancien conseiller d'Élysée Gaspard Ganzer et l'essayiste Philippe Manière qui rejoint notre orchestre dominical. Bienvenue. Merci. Au sommaire ce dimanche, Emmanuel Macron est-il le dernier Européen et Donald Trump, le visage d'une époque. C'était mercredi dans le quotidien italien Il Corriere della Sera. Un édito moquant gentiment mais sûrement le rêve européen du président français Emmanuel Macron, tel qu'il l'avait exprimé mardi à Strasbourg devant les eurodéputés. Il y a le rêve macronien, mais il y a surtout la réalité, écrivait ainsi l'éditorialiste italien Paolo Lepri. La réalité d'un continent où l'idéal européen n'est plus audible, où le réalisme l'emporte sur les principes, où l'on attend d'abord des emplois, de la sécurité et une meilleure qualité de vie. Une Europe où deux têtes d'affiche se feraient désormais concurrence. Emmanuel Macron et Viktor Orban, Premier ministre hongrois fraîchement réélu. Sans oublier les élections en Autriche et en Italie favorisant des partis pas franchement europhiles. Jusqu'à la nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne, torpillant régulièrement l'ambition française de rénover en profondeur la zone euro. Dans ce contexte, les européennes de mai 2019 sonneraient comme un test ultime pour l'Europe et comme le nouveau défi fou du président français. Macron, le dernier Européen, à défendre une idée dont Raymond Aron savait déjà qu'elle était difficile à vendre parce que, disait-il, l'Europe n'a ni la transcendance des idéologies messianiques, ni l'immanence des patries charnelles. Je souhaite que dans les prochains mois, nous parvenions à dépasser les clivages entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, les petits ou les grands, le repli sur les égoïsmes nationaux. J'appartiens à une génération qui n'a pas connu la guerre. Et j'appartiens à une génération qui est en train de s'offrir le luxe d'oublier ce que les prédécesseurs ont vécu. Et je ne céderai à aucune fascination pour les souverainetés autoritaires. Je ne céderai à aucune facilité des temps présents. Mais je pense qu'ensemble, notre responsabilité dans les mois à venir, c'est d'organiser le vrai débat européen, d'avoir les véritables échéances européennes qui seules permettront à nos peuples de choisir. Ceux qui veulent une Europe qui ne propose plus, ceux qui veulent une Europe du repli, ceux qui veulent une Europe de l'habitude, ou ceux qui sont prêts à porter une Europe de l'ambition, d'une souveraineté réinventée, d'une démocratie vivante, celle à laquelle nous croyons. Je vous remercie. Hubert Védrine, l'Europe, on le sait, constitue la matrice du projet politique d'Emmanuel Macron. Il en avait posé les principes en septembre dernier à la Sorbonne. Désormais, c'est vrai, on le voit, il est dans l'action à Strasbourg, en s'adressant aux eurodéputés, mais aussi en lançant ses consultations citoyennes cette semaine en France. Sylvie Kaufmann, vous y étiez, vous nous en parlerez tout à l'heure. Macron est dans l'action sur le sujet européen, mais on a le sentiment que rien ne se passe comme prévu. Vous savez, c'est un débat tellement piégé, l'Europe. C'est un mot dont on ne sait pas ce qu'il désigne, le mot Europe. Je ne sais jamais de quoi on parle quand on dit ça. Il faut dire des choses plus précises. Est-ce que c'est les institutions, les peuples, les gouvernements, l'espérance de chacun? Vous l'avez trouvé précis, ce discours présidentiel, par exemple? Je pense qu'il faut distinguer dans l'approche du président son point de départ, qui est une conviction européenne, même européiste, philosophique, proche d'Habermas en Allemagne. Ça, c'est sa conviction philosophique qu'il a exprimée souvent et ça ne l'a pas empêché d'être élu. Et après, il y a un autre élément, parce que s'il parle que comme ça, il parle à une petite minorité des gens dans les pays européens réels d'aujourd'hui. Il y a des pro-européens classiques, mais même ceux-là ne sont pas fédéralistes. Et même les pro-européens classiques sont rarement majoritaires dans les pays. Donc, il a développé deux autres thèmes depuis. C'est ça qu'il faut regarder, c'est la synthèse entre Macron et Macron, en quelque sorte. C'est l'Europe qui protège. Ça, c'est fondamental. C'est pas du tout le discours fédéraliste, c'est autre chose. Après, ça dépend de ce qu'on met dedans. Bon. Et puis, tous les projets. Et dans ses discours successifs en Grèce, à la Sorbonne, ou moins au Parlement, mais il l'a déjà dit avant, il a évoqué des dizaines de projets dont certains vont marcher, forcément. Alors, il n'a évidemment pas le relais qu'il espérait avoir du côté Berlin, et moi je pense que même Mme Merkel, bien réélue, ce qui n'est pas le cas, n'aurait pas pu répondre tout à fait à ce que la France demande sur la zone euro, mais en fait, il y a d'autres choses par rapport à ça. Donc, c'est pas stabilisé, en fait. On ne peut pas répondre fixement à votre question. Donc, c'est sûr que sur la zone euro comme une sorte d'étape d'intégration renforcée pour entraîner tout le système européen, il y a quand même beaucoup d'obstacles par rapport à ça. En revanche, sur des projets concrets du genre, non pas Europe de la défense, c'est trop grandiloquent, mais coopération militaire ou des choses plus, questions fiscales, oui. Et dans l'Europe qui protège,
il y a un élément clé, c'est si l'Europe arrive à organiser la gestion des flux migratoires et la co-gestion avec les pays de départ et de transit, ça c'est le point clé prioritaire pour toutes les opinions en Europe. Il n'y a pas de distinction nord-sud. Il n'y a pas de distinction élite-population là-dessus. Donc si on arrive à bouger vraiment, à mon avis, tout le reste du discours peut peut-être devenir audible. Donc pour moi, c'est là où ça se joue en fait. Alors c'est vrai, en effet, Philippe Manière, que chez Emmanuel Macron, on le sait maintenant, il y a toujours d'abord une construction intellectuelle, avec notamment l'invention de ce souverainisme supranational, de ce souverainisme européen. Est-ce que vous comprenez, vous, ce qu'il met dedans, en effet, pour revenir sur ce que disait à l'instant Hubert Védrine ? Je ne suis pas sûr de le comprendre. Je vois bien en quoi il voudrait que l'Europe s'arrache à une sorte d'immobilisme, à une sorte de panne. Je vois bien effectivement en quoi tout ça est ancré dans un raisonnement qui est à la fois digne et profond. Je ne vois pas très bien comment ça peut se traduire concrètement par quelque chose de sérieux. Quand on parle d'Europe qui protège, par exemple, demandez aux peuples européens, regardez les sondages dans tous les pays de l'Union, c'est protéger en gros contre le commerce international, les importations qui sont considérées sans doute à tort quand on raisonne, mais ce n'est pas vraiment le sujet par beaucoup d'Européens comme étant la cause de leur malheur. Là-dessus, regardez les traités, et ça ne changera pas. Depuis le lancement de l'Union, il n'y a pas d'Europe forteresse, contrairement à ce qu'on a raconté aux enfants et aux Français. C'est-à-dire que l'Union est ouverte, et elle le sera jusqu'à la fin des temps. C'est très clairement le désir de la majorité des pays qui sont membres de l'Union, et c'est aussi le désir des pères fondateurs, et je vois mal comment l'Europe peut se transformer en une forteresse. C'est aussi, deuxième dimension de cette protection, la protection contre, disons, des flux migratoires non contrôlés. C'est un désir très profond, on le voit dans les pays qui sont devenus, j'allais dire, illibéraux, c'est-à-dire la Hongrie, la Pologne, etc. Ça se voit aussi d'ailleurs au Royaume-Uni, on ne le sait pas assez en France, mais l'une des raisons principales du Brexit, c'est le refus de voir les Polonais partout. Donc curieusement, c'était d'ailleurs le refus de l'Europe à ce titre, puisque les Polonais circulaient librement à raison de l'Europe. Mais tout ça est à peu près impossible, encore une fois, impossible, parce que quand ce sont des migrations intra-européennes, c'est ontologique, c'est la construction européenne, ou bien alors on dit qu'on recule, mais on ne peut pas dire qu'on recule dans le cadre d'un projet d'avancée. C'est aussi impossible parce que on aime ou on n'aime pas, mais Angela Merkel a fait rentrer en Allemagne un nombre considérable de migrants qui sont maintenant à peu près libres de circuler dans toute l'Union. Donc ça fait une réserve de migrants. Et puis, heureusement aussi, c'est impossible à raison de nos principes. Là encore, on peut trouver que c'est un problème d'avoir cette pression migratoire du Sud, mais on ne peut pas nier que parmi les valeurs européennes, il y a le droit d'asile. Et que ça va être très difficile sans se renier. Non, je comprends bien, mais mais comme nous, on n'ose pas faire le tri. Je suis bien d'accord, je suis bien d'accord, mais personne n'ose aujourd'hui faire le tri, et c'est très difficile concrètement de refuser des gens dont on n'est pas sûr s'ils sont admissibles au titre du droit d'asile. Donc concrètement, c'est très difficile d'articuler les valeurs avec le désir des peuples, ou bien alors on renonce complètement à offrir le droit d'asile, ce qui serait pour le coup une négation de nos valeurs. Donc je vois bien. Si on n'organise pas mieux les choses. Je suis d'accord, et donc il faut essayer de les organiser mieux, mais contrairement là encore à ce qu'on raconte, il y a des tentatives d'organiser, mais c'est d'une immense complexité. Comment vous faites le tri à l'entrée dans un des pays de l'Union entre des gens qui disent qu'ils n'ont pas de papier, les uns étant manifestement, mais vous ne pouvez pas le prouver, des réfugiés économiques, entre guillemets, les autres étant des demandeurs d'asile qui devraient avoir droit à la mise en œuvre de notre principe. Il y a des demandeurs à l'immigration pour des raisons économiques. Je suis d'accord, je ne pense pas que ça existe un réfugié économique. Je suis d'accord, ce que je veux dire, c'est ni vous ni moi, on peut se mettre à menton et faire le tri. C'est très difficile. Oser le faire, en tout cas, est très coûteux politiquement et moralement. C'est très difficile de demander à un fonctionnaire. C'est un désastre politique. Je dis que ce sera très difficile. Et donc cette Europe qui protège, elle est certainement désirable parce que c'est le désir des peuples, et que si on ne répond pas au désir des peuples, on peut se raconter ce qu'on voudra, l'Europe n'avancera pas. Ouais. Mais dans les deux dimensions de la protection que moi j'identifie, je vois très mal comment on peut le faire facilement. Voilà. Alors une Europe désirable, certes, qu'Emmanuel Macron en tout cas lui désire profondément, et certes le discours était très beau, il a été d'ailleurs peu repris dans la presse française et beaucoup plus par la presse internationale. Le discours était beau, mais il est seul, ce président français, Gaspard Ganzer. On l'a revu ensuite en effet jeudi à l'occasion de sa rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel. Alors certes, Macron l'a invité à résister au vent mauvais, l'incitant implicitement à surmonter les résistances. Certes, on nous annonce une feuille de route commune à l'horizon du mois de juin, je crois, mais il y a une solitude de la France aujourd'hui sur son rapport à l'Europe. Il faut reconnaître que le président Macron est bien courageux de multiplier ses discours sur l'Europe, parce que là on en était au troisième quand même principiel en moins d'un an. Il a été courageux pendant la campagne parce qu'il l'a tenu, il l'est encore parce qu'il l'assume à chaque fois qu'il en a l'occasion, ce discours européen, voire même européiste, en tout cas dans lequel on peut assez largement se reconnaître, même s'il faut préciser les choses. Alors qu'à l'évidence, en France, sa conviction n'est pas la plus partagée dans le pays.
et qu'en Europe, elle l'est de moins en moins. Et qu'il ne peut pas, comme le disait tout à l'heure Hubert Védrine, compter sur des alliés très forts, parce que même en Allemagne, on va dire que la chancelière ne peut pas le soutenir et le suivre partout. Donc résultat, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord mener un travail de conviction en France sur la question européenne. Et là, il faut dire que c'est pas gagné d'avance. La Grande Marche a été relancée dans sa dimension européenne il y a 15 jours. On en a entendu parler au moment du lancement. Depuis, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça soulève les foules. C'est bien dommage, parce que l'idée était intéressante, mais les gens ne peuvent pas se saisir de tous les sujets en même temps, et notamment celui-ci passe évidemment au second plan. Donc, il y a, Sylvie Kaufmann y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a d'autres exercices qui ont été lancés, et j'espère qu'ils pourront fonctionner. Et puis avec les Européens, il faut peut-être revenir sur les choses peut-être plus concrètes. Moi, je crois beaucoup aux projets qui ont été énoncés et qui ont été répétés tout à l'heure par Hubert Védrine. Choses concrètes qu'on peut faire dans le domaine militaire, choses concrètes qu'on peut faire dans le domaine du numérique ou industriel, choses concrètes qu'on peut faire pour la jeunesse. Et puis des symboles importants aussi. Moi, par exemple, je suis révolté par ce qui est en train de se passer au col de l'Échelle, là, entre la France et l'Italie, où il y a des fous d'extrême droite qui ont décidé de faire une opération de surveillance des migrants en s'octroyant un rôle qui n'est pas le leur. Là, il faut être extrêmement concret. Ils sont côté français, sauf erreur de ma part. Il faut que vite le gouvernement français aille déloger ces gens qui portent atteinte à nos valeurs. Et vous dites, soyons concrets dans le domaine militaire. Prenons l'exemple des frappes en Syrie. Ce qu'on a vu, c'est que la France, naturellement, se tournait vers l'allié britannique. Personne à l'intérieur de l'Union européenne. Le problème, là, on le sait bien, c'est que malheureusement, à part les Britanniques et nous, personne ne peut les mettre des boots on the ground. C'est malheureusement pas du tout le même sujet. C'est pas un sujet européen. C'est pas un sujet européen. Oui, mais on pourrait toujours souhaiter. On pourrait toujours souhaiter qu'il y ait davantage de, on va dire, coopération, ne serait-ce que politique sur les sujets militaires. On l'a vu quand la France est intervenue au Mali, en République centrafricaine, etc. On s'est quand même souvent retrouvé très très seul, avec un soutien au mieux symbolique de nos alliés européens. Je pense que ça participe aussi à la construction d'une meilleure souveraineté. Je suis bien d'accord, mais on pourrait souhaiter que ça soit le cas. On pourrait souhaiter que ça soit le cas. C'est pas dans les traités, les pères fondateurs n'ont jamais pensé à ça. Mais pour parler clair, qu'est-ce que ça veut dire une souveraineté? Qu'est-ce que ça veut dire une souveraineté européenne sans Europe de la défense? Sans Europe de la défense, sans surveillance commune des frontières. C'est évident que l'idée européenne n'a jamais été conçue pour devenir une puissance. Les pères fondateurs, les traités, ça n'a jamais été ça. C'est les Français qui parlent de ça depuis 20 ou 30 ans avec un insuccès absolu. Et que les Wallons, à part les Français, pour aimer cette idée. Mais alors, comment vous définissez ce souverainisme européen? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas entendu Sylvie encore. Mais ça, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas pour Sylvie. Non, si on pense que la relance de l'Europe passe par là, on a perdu d'avance. Non, on n'a pas dit ça. Ça peut faire partie des choses sur lesquelles il peut y avoir une coopération renforcée, un travail en commun, sur les industries de défense, par exemple, ou autre chose. Faire en commun des avions, très bien, si on y arrive. Ça, c'est bilatéral. Mais agir ensemble à l'extérieur, mais les Européens ne veulent pas, c'est pas dans leur ADN. Les Européens, ils croient qu'il y a une communauté internationale, qu'on peut s'en sortir avec des normes, avec des valeurs, blablabla, tout ça. Donc c'est un souverainisme à minima. Non, c'est aucun rapport avec le souverainisme. C'est pas comme ça qu'il faut progresser. En revanche, mais on y reviendra, je pense, après, en matière de protection, même si tout ce qu'a dit de manière est exact, je pense que si l'Europe n'est pas capable de dire aujourd'hui, nous allons mieux gérer les flux, mieux distinguer l'asile et les flux migratoires, co-gérer les flux avec les pays de départ et de transit, etc. Avoir des frontières. C'est très dur, mais on va y arriver. Si on n'y arrive pas, vous aurez des milices sur le col partout. Partout. On peut s'indigner tant que c'est un symptôme. C'est un symptôme. Donc il faut le dire, même si on a pour 10 ans ou 5 ans, je ne sais pas, à mettre en œuvre ce super Schengen renforcé. Là, c'est concret quand même. On peut le faire. Il n'y a pas de désaccord théorique. En matière de défense proprement dite, tout va contre ça. Sylvie Kaufmann, puisque Hubert Védrine est très inquiet. Rassurons-le tout de suite, surtout que je voulais vous entendre sur ces consultations citoyennes qui ont été lancées mardi à Épinal, notamment par Emmanuel Macron. On va préciser pour ceux qui nous écoutent. En fait, il s'agit de reprendre l'idée qui avait été lancée pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron, reprendre le même principe de la Grande Marche. On va à la rencontre des citoyens et cette fois, on les écoute sur leur désir ou leur rejet de l'Europe ou comment ils voient en effet une possible avancée de l'idée européenne. Alors, Emmanuel Macron a choisi volontairement, bien sûr,
sûr les Vosges, Épinal, parce que d'abord c'est un département frappé par la désindustrialisation, où le Front National a recueilli de nombreux suffrages. Et puis bien sûr Épinal, c'est le souvenir de Philippe Séguin, de Maastricht, de la voix du non au traité de Maastricht en 1992. Vous y étiez à Épinal, racontez-nous. Cet événement historique. Ça a l'air de vous avoir bouleversé. Non, mais c'était intéressant. Mais je crois qu'on n'est qu'au début. Enfin, j'espère que ce n'est que le début. Là, je crois que Emmanuel Macron touche au problème, et vous-même, toute cette discussion le montre, au problème de fond qui est le fossé entre ses ambitions et la réalité. Enfin, c'est une évidence que je dis, mais on est là. On est vraiment. Il ne veut pas abandonner. Il a raison, puisque, comme vous l'avez dit, c'est la matrice de son projet politique. Mais il se heurte à des obstacles qui sont probablement plus importants que ce qu'il n'avait prévu, ne serait-ce que parce que par l'évolution électorale de plusieurs des partenaires majeurs de la France, l'Allemagne, l'Italie, la Catalogne en Espagne, l'Autriche. Voilà. Donc, il faut qu'il arrive à relancer son projet, à le faire vivre. Alors, il a fait ses 3 discours. Athènes, le premier était vraiment sur lancer son initiative et sur les principes sur lesquels il a lancé. Sorbonne, c'était le programme, avec évidemment une floraison de projets dont il savait bien qu'ils ne pourraient pas tous aboutir, mais dont très peu pour l'instant sont vraiment lancés. Et puis à Strasbourg, il est revenu sur les valeurs, et c'était intéressant, je trouve, d'une manière très profonde, et vous l'avez souligné, les Français n'y ont pas tellement fait attention, alors qu'à l'étranger, ça a été beaucoup commenté, y compris par des éditoriaux du New York Times et du Washington Post, qui ont vu vraiment à nouveau là un appel à cette valeur fondamentalement européenne, la liberté, la démocratie, et c'est ce danger du nationalisme. Alors, pour relancer son projet, il veut aussi le faire vivre concrètement. Il voudrait que les gens se l'approprient. Il veut faire vivre le débat. Il veut que les Européens s'approprient ce débat. Alors, à la marche dont Gaspard González a parlé. Mais ces consultations citoyennes, c'est quelque chose qu'il a réussi à faire accepter par tous les partenaires européens qui lui ont refusé. Par contre, il a perdu sur l'idée des listes transnationales pour les élections européennes de l'année prochaine. Mais il a réussi à imposer cette idée des consultations citoyennes qu'on a regardé avec pas mal d'amusement au début dans les autres capitales en se disant ça va être un gadget, peut-être, et peut-être pas. Alors même la Pologne et la Hongrie ont fini par l'accepter. Alors eux vont le faire de manière un peu en catimini dans l'enceinte de leur parlement pour pas que ça déborde. Enfin bon. Mais les papiers cette semaine dans la presse étaient assez moqueurs sur l'idée que les Français qui rencontraient le président Macron l'interrogeaient plutôt sur la limitation de vitesse sur les routes nationales que sur leur désir d'Europe. Oui, mais c'est ça aussi l'Europe. Enfin, il veut des choses concrètes. Alors là où ça a été un peu un exercice raté à mon avis, et probablement au sien aussi, c'est que les gens d'Épinal, croyant bien faire, les sympathisants d'Emmanuel Macron et de En Marche à Épinal ont fait circuler des invitations par mail, et par mail, ils touchent qui? Leurs amis. Donc, on s'est retrouvé avec une assemblée de 300 personnes qui étaient je pense, à 95% des sympathisants ou des électeurs d'En Marche. Et donc, quand Emmanuel Macron a dit « Allez-y, exprimez vos inquiétudes », enfin, lui, il avait envie de se battre, il avait envie de convaincre, parce qu'il adore faire ça, et c'est là qu'il est bon, d'ailleurs. On l'a vu à la télévision. Et en fait, il avait des gens qui lui posaient des questions hyper pointu sur la politique spatiale de l'Europe, Ariane 6 contre SpaceX, l'article 126 de telle disposition fiscale, etc. Et alors, au bout de 2 heures, parce que c'était vraiment un échange, en fait, discuter, il a parlé y compris de choses très concrètes, la politique de l'Allemagne en matière d'abattoirs. J'ai appris des choses très intéressantes, d'ailleurs, où il a reconnu que les Allemands contournaient la législation pour faire baisser les prix de revient des abattoirs et faire de la concurrence en fait déloyale aux autres. Bon, bref, mais à la fin il a dit est-ce que je vais prendre les 2 dernières questions. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont dans le doute? C'est à eux que je veux parler. Voilà. Et donc je pense que alors il y a là effectivement 2 personnes qui ont posé des questions plus
plus difficiles, plus critiques, et qui étaient des vraies questions sur l'Europe, notamment celles sur les abattoirs d'ailleurs. Ouais. Mais je pense que les exercices suivants seront probablement organisés de manière plus dynamique, je suppose. Lui ne va pas y être à chaque fois, bien entendu. Non, là, c'était une première. Voilà. Et il sera intéressant de voir comment ça va se passer dans les autres pays, surtout. Est-ce que vraiment on va arriver à faire vivre ce débat? Alors, parler d'Europe, essayer de faire aimer l'Europe et en même temps rencontrer l'adversité. Je reviens à Strasbourg parce que cette adversité, Philippe Manière, on l'a entendu pendant 3 heures avec les eurodéputés, notamment avec le député belge dont on a beaucoup repris l'intervention, l'eurodéputé belge écologique Philippe Lamberts, qui lui a offert une corde pour se moquer de la France, des premiers de cordée, critiquant l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les assignations à résidence dans le cadre de la loi antiterroriste, etc. Et puis passe d'armes également avec Florian Philippot, ex-frontiste, toujours député européen et plus que jamais eurocritique. Morceau choisi de ses passes d'armes. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée? Votre foi en eux est inébranlable. Mais voyez-vous, ce qui définit la cordée, monsieur Macron, c'est la corde. La parole à l'honorable Philippot. Devant cette Assemblée qui joue au Parlement, parce qu'elle n'est pas un Parlement, il n'y a pas de peuple européen unique à représenter, devant cette Assemblée largement acquise à Bruxelles, où l'on déplaît quand on évoque les peuples, où l'on plaît quand on communie dans la religion européenne, vous êtes venu pour plaire. Moi, je suis étonné que vous puissiez dire ce que vous ayez dit sur cette Assemblée dans laquelle vous êtes. Vous y avez été élu par le peuple français. Vous avez un drôle de respect pour le peuple français de traiter comme cela la fonction qu'il vous a confiée. Philippe Manière, il semblerait qu'Emmanuel Macron fasse le pari que le peuple français a voté pour lui et donc pour l'Europe. Est-ce que c'est aussi évident que cela? C'est intéressant parce que je voulais justement rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure en passant, l'Europe comme matrice de son projet politique. Il est certainement sincèrement européen. Enfin, on connaît Macron, il y a toujours une espèce de mélange entre la sincérité et l'habileté. C'est d'ailleurs la définition de l'homme politique qui réussit, en tout cas qui se donne les chances de réussir. Or, l'Europe, c'est à mon avis pour lui aussi un élément de positionnement. Un élément de positionnement paradoxal, mais les éléments de positionnement paradoxaux, c'est souvent très efficace. Je repense par exemple, on ne peut pas filer la métaphore jusqu'au bout, mais François Mitterrand disant à la télévision qu'il était pour l'abolition de la peine de mort, alors qu'une immense majorité des Français étaient pour le maintien de la peine de mort, ça lui a donné quoi? Ça lui a donné la crédibilité, la stature de l'homme d'État, de celui qui est capable de ne pas céder au peuple. Et donc, paradoxalement, ça lui a permis, peut-être pas complètement, non pas de gagner l'élection, mais ça lui a permis d'accumuler des voix pour cette élection, alors qu'il disait quelque chose qui était contraire à la conviction de la plupart des Français qui l'écoutaient. Eh bien, Emmanuel Macron, qui faisait agiter par ses militants, parce que nous ne racontons pas d'histoire, les gens qui viennent spontanément à un meeting avec des drapeaux européens, on n'a pas vu ça depuis un certain temps, si tant est qu'on ne l'ait jamais vu, faisant agiter des drapeaux européens, ce positionnement comme un Européen, c'est certainement un peu sa conviction, c'était aussi son positionnement paradoxal à lui, me semble-t-il. Alors à partir de là, je crois qu'on peut essayer de construire un peu sur la crédibilité. C'est-à-dire que on se pose la question de savoir s'il est isolé en Europe. Il est un peu isolé au titre de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire par exemple l'Europe de la défense, c'est un pur fantasme. Regardez les déterminismes des peuples du Nord, ils sont absolument aux antipodes de ça. Ça n'a jamais été, Hubert l'a rappelé, un projet des pères fondateurs, ni même de l'Europe au fil du temps. Donc ça n'a aucune chance. Il faut faire des coopérations bilatérales, il faut essayer de faire cofinancer des choses, on peut essayer de faire semblant que, pourquoi pas, c'est charmant. Mais ça n'a aucune chance de marcher. Il y a d'autres petites choses qu'on pourrait éventuellement faire. Le problème, c'est que la France se focalise sur ce sur quoi elle est le moins crédible. Elle se focalise sur l'union en quelque sorte financière, avec un ministre de l'économie, avec un rapprochement des dettes. Il y avait un article cette semaine dans Bloomberg Business Week, dont la couverture, c'est en Europe, toute la couverture de Bloomberg Business Week était celle-ci. Vous avez une liste il y a Macron au fond, et puis il y a une liste, vous savez, comme ce qu'on appelle aujourd'hui en français les to-do list, c'est-à-dire la liste des choses à faire. Alors il y avait 1, être élu, 2, impressionner Merkel, 3, gérer Trump, et ces 3-là sont barrés, parce que c'est fait. Il a été élu, il a impressionné Merkel, et il a géré Trump. Et puis le 4, c'est réparer la France, fix France en anglais, et le 5e, save Europe, sauver l'Europe. Et je pense que c'est très intéressant, parce que comme souvent, le regard étranger et la puissance d'une une bien construite en disent beaucoup, c'est-à-dire qu'il reste l'essentiel à faire. Bien sûr, il fallait être élu, bien sûr, il fallait gérer Merkel, etc., mais ce qui reste à faire, c'est l'essentiel, et surtout, c'est dans cet ordre-là. Tant que vous n'avez pas Fix France, c'est-à-dire réparer la France, vous n'avez aucune chance de save Europe, de sauver l'Europe. Pourquoi? Parce que nous sommes 27 ou 28, comme vous voulez, et que nous ne sommes que l'un parmi 27 ou 28, et que nous serons crédibles pour proposer quelque chose le jour où nous aurons nous-mêmes fait ce qu'il fallait à la maison. Et cela est d'autant plus vrai que nous demandons
des modifications à l'Europe qui iraient dans un sens qui en quelque sorte nous rendrait la tâche plus facile. C'est comme un ivrogne qui demanderait qu'on remonte la limite d'alcoolémie sur les routes. C'est insensé. Nous ne sommes pas crédibles un instant. Donc tout ça est délicieux, tout ça va dans le bon sens. Je ne saurais disconvenir de rien de ce que dit le président. Je pense en revanche que tout ça restera des ronds dans l'eau tant qu'on n'aura pas rétablit la crédibilité du pays, ce qui passe par le rétablissement de ses finances publiques, de telle manière qu'on puisse aller voir les Européens autrement qu'en demandant une minute de plus, monsieur le bourreau. Alors la France, ce qu'on fait depuis 30 ans. La France pas crédible, la France isolée, solitaire. Est-ce qu'il est caricatural, Hubert Védrine, aujourd'hui, de dire qu'il y a finalement deux têtes d'affiche en Europe, Macron et Orban, et avec qui la France aujourd'hui peut travailler? Alors je pense que le président espère, dans la perspective des élections européennes de 2019, faire d'Orban une sorte de repoussoir comme Marine Le Pen l'a été au niveau national. Ça peut peut-être marcher, j'en sais rien. C'est pas des élections très importantes. En général, il y a un taux d'abstention gigantesque par rapport à ça, qui n'a cessé de croître d'ailleurs depuis qu'elles existent. Peut-être qu'avec cette mobilisation, en tout cas en France, il y aura un taux de participation plus élevé. Peut-être, c'est pas impossible sur ce plan-là. Puis il espère faire exploser le mouvement conservateur au Parlement européen par rapport à ça. Peut-être. Mais la question de savoir s'il peut entraîner les autres Européens sur ces différents projets est une autre question, qui n'a aucun rapport avec celle-là. Mais vous pouvez y répondre néanmoins. On a déjà répondu les uns et les autres. J'ai pas entendu une liste potentielle de pays partenaires qui pourraient suivre le mouvement. C'est sympathique, ce serait bien, etc. Bon, enfin, bon, ça sûr. La question des partenaires, au bout d'un moment, elle se pose, Hubert Védrine. Avec qui? Avec quel pays? Ça dépend des différents volets. Mais ce que vient de dire Philippe Manière est tout à fait juste sur l'aspect zone euro. Même Mme Merkel, bien réélue, n'aurait pas pu donner ce que la France demande classiquement, le ministre des Finances de la zone euro, etc., parce qu'il y a la cour de Karlsruhe derrière. Puis d'ailleurs, on ne voit pas en quoi le ministre des Finances de la zone euro ferait reculer le pourcentage des anti-européens, des eurosceptiques et compagnie. Bon, c'est complètement différent. Le seul point qui ferait reculer, je le répète, c'est la question de la maîtrise des flux. En tout cas, à l'annonce, ça ferait reculer un peu le populisme. Donc moi, je crois que tout ça, d'abord, c'est très dangereux pour l'idée européenne, c'est qu'on attend trop de l'Europe. Vous allez voir dans les consultations et les débats, les gens vont demander tout et n'importe quoi, y compris dans les domaines où ils passent leur temps à dire que l'Europe ne devrait pas s'en mêler. Ils sont exaspérés par les réglementations sans fin. Donc il y a une sorte d'attente qui est mortelle pour l'Europe, comme si l'Europe allait tout régler dans les moindres détails. C'est pas vrai. Il faut répondre à ça avec ce que disait Delors déjà, pour contenir la furie réglementaire de la Commission qu'il présidait, la subsidiarité. Donc il faut la remettre à sa place. Deuxièmement, pour remettre les choses en marche et que les peuples redeviennent, pas follement enthousiastes, mais en tout cas pro-européens, au lieu d'être sceptiques, désabusés, déçus, découragés, allergiques et compagnie, il faut tenir compte de leur demande qui est jugée atroce par les élites, mais ce n'est pas vrai. Les gens veulent garder une certaine identité, ils veulent garder une certaine souveraineté et ils veulent de la sécurité. Alors les élites depuis 20 ans disent c'est horrible, c'est fasciste, quelle horreur, monstrueux. Bon, les élites ont une responsabilité épouvantable en Europe, depuis les élites pro-européennes, parce qu'elles n'ont pas compris que c'était des demandes raisonnables, qui allaient devenir folles si on ne leur répond pas calmement. Vous vivez comme une élite pro-européenne, Gaspard Ganzer? Il faut répondre à ça, il faut canaliser ces demandes pour les apaiser. Gaspard Ganzer. Je ne me vis pas comme une élite, mais on est toujours l'élite de quelqu'un d'autre. Donc il faut être lucide là-dessus. J'ai deux petites nuances avec Hubert Védrine qui me pardonnera. La première, c'est que je pense que les gens n'attendent pas tout de l'Europe. Ils attendent plus rien du tout de l'Europe. Je pense que, notamment en France, ils considèrent que l'Europe ne peut plus rien leur apporter. Donc ils ont mis ça de côté. Et donc je pense qu'on va battre tous les records d'abstention aux prochaines élections européennes. Et ça sera évidemment dramatique parce que c'est les extrêmes qui polariseront ça. Donc ça, c'est la première. C'est moins pire, c'est moins d'attente, parce que ça permet d'avancer plus calmement. Ouais, je suis pas sûr, parce que je crois que la vraie préoccupation des Français aujourd'hui, elle est malheureusement extrêmement concrète, et pas malheureusement d'ailleurs, elle est concrète, c'est-à-dire elle est au pouvoir d'achat, à l'emploi, aux retraites, etc. Et alors l'Europe, vraiment, au mieux ils en entendent rien, au pire ils considèrent que c'est un repoussoir. Parce que vous êtes un grand spécialiste de la communication politique, on sait maintenant qu'Emmanuel Macron essaie toujours de simplifier les clivages. Alors en France, il a installé le clivage réformateur contre conservateur. Est-ce qu'en Europe, il peut réussir ce pari-là, qui serait d'opposer d'un côté les démocrates europhiles aux autocrates nationalistes? Ça peut marcher? C'est clairement ce qu'il va tenter. C'est un positionnement politique autant qu'une conviction d'ailleurs, parce qu'il se dit qu'en Europe, il y a bien au moins 25% de gens qui sont europhiles. Et en France notamment. Donc il n'a pas besoin d'être majoritaire quelque part. Il a besoin d'avoir une très grosse minorité pour entraîner derrière lui.
Sylvie Kaufmann. Oui, il y avait une phrase dans le discours de Strasbourg que j'ai trouvée intéressante, c'était ce n'est pas le peuple qui abandonne l'idée européenne, c'est la trahison des clercs qui la menace. Et ça rejoint ce que vous disiez sur les élites, parce que la trahison des clercs, c'est aussi un livre de Julien Benda qui dénonçait l'abandon par les intellectuels des vrais principes moraux et qui s'élevait contre le fascisme et le nationalisme réactionnaire, etc. Et en même temps, c'est aussi une dénonciation la dénonciation des élites que vous formuliez tous les deux tout à l'heure. Il est tout à fait conscient, je crois, de l'échec de cette partie du projet européen, de cette bureaucratisation, de cette technocratie, de cette présence beaucoup trop pesante de l'appareil européen. Et ça, c'est pour ça aussi qu'il cherche à faire vivre ce débat et à ce que les citoyens d'Europe se le réapproprient. Mais ce débat qui n'est pas nouveau, il suffit d'ailleurs cette semaine de lire ce livre qui vient de sortir chez CNRS Éditions, Combattre l'Europe de Lénine à Marine Le Pen, de Bernard Brunto, qui malgré justement cette mémoire-là de l'eurocritique, a une conclusion optimiste. Il analyse certes la légitimité eurosceptique du moment, mais il la relativise aussi, et en tout cas n'a pas l'air de la trouver insurmontable. Vous nous conseillerez d'autres livres tout à l'heure. Autre livre de la semaine que vous avez sur votre table, Sylvie Kaufmann, et on va en parler maintenant pour notre deuxième partie, Mensonge et vérité, une loyauté à toute épreuve, de James Comey, traduit et publié chez Flammarion. L'ex-directeur du FBI y affirme que Donald Trump est inapte à être président car il mettrait en cause les valeurs morales de l'Amérique. En fin de semaine, on apprenait également que le Parti démocrate américain poursuivait en justice l'équipe de campagne de Trump, le fondateur de Wikileaks et plusieurs associés du président américain pour piratage et conspiration pendant la campagne présidentielle. Pas de quoi affoler Donald Trump qui comptait cette semaine ses réussites, notamment l'apaisement avec la Corée du Nord qui annonçait le gel de ses essais nucléaires. Donald Trump qui se prépare, on le sait, à recevoir son ami Emmanuel Macron. Et s'il fallait s'habituer à regarder autrement Donald Trump. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Personne ne se risquait plus à dire que Donald Trump était entré par effraction à la Maison-Blanche. Trump n'était pas une anomalie de l'histoire favorisée par un système électoral absurde, mais au contraire, sans doute savait-il vivre avec son temps, maîtrisant la plupart des codes du XXIe siècle. La priorité donnée au court terme plutôt qu'au long, l'absence totale de scrupules a changé d'avis, comme par exemple annoncer qu'on détruira la Corée du Nord avant de préparer quelques semaines plus tard une rencontre, sans doute début juin, avec Kim Jong-il. Une indifférence aux idées, aux principes, sans oublier toutes ces anecdotes sur les mœurs présidentielles qui dressaient une sorte de portrait robot de notre époque. Usage compulsif du tweet, goût prononcé pour les écrans, le buzz, les punchlines et les entourages promus puis renvoyés au rythme étourdissant d'une émission de télé-réalité. Trump, reflet de son époque, et s'il en était même le visage jusqu'à la caricature. You're fired. You're fired. It is time. Il est temps de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Je considère que ces actions sont un bon choix pour les États-Unis et dans la quête du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Rocketman is on a suicide mission for himself and for his regime. Tonight, I'm taking a knee for America. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired! À la une, une révolution diplomatique. Après 70 ans de guerre froide, Donald Trump accepte l'invitation de Kim Jong-un. Les deux hommes doivent se rencontrer. Où, quand et dans quel but? On en parle. Macron-Trump, des amis sans affinité. Sylvie Kaufmann, c'est le titre d'un passionnant papier qu'on peut lire ce matin dans votre journal Le Monde, signé Marc Semo, avec l'analyse de ces deux hommes qui s'entendent bien, qui se vivent dans des styles différents, sans doute comme deux outsiders, qui comprennent peut-être mieux que les autres les attentes de leur époque.
Oui, je ne sais pas si on peut les comparer au-delà de cette relation paradoxale et en effet très particulière et inattendue, je pense. C'est vrai qu'ils représentent tous les deux visages de notre époque politique parce qu'ils représentent deux dynamiques qui s'affrontent en ce moment, deux dynamiques politiques qui s'affrontent dans l'ensemble des démocraties occidentales en réalité. Alors, on parle ici de Trump puisqu'on a déjà parlé de Macron, donc je m'attarderai sur lui. Il y a bien sûr ces tweets que vous avez cités et qui sont quelquefois totalement délirants et insultants. Et on peut tous les jours. Enfin, on s'est habitué à cette diplomatie du tweet au fil des semaines. Je ne pense pas qu'on s'y habitue. Et il reste quand même le seul à l'utiliser. Ça, c'est aussi une chose, c'est que ça n'a pas fait école. Tous les chefs d'État et de gouvernement utilisent Twitter, mais en général, ce sont leurs collaborateurs qui écrivent les tweets et ils sont écrits de manière à peu près civilisée. Et il est le seul, je crois, à avoir cet usage, comme vous disiez, compulsif, à se lâcher totalement, à être grossier, excessif, offensif. Hier, il a par exemple pris à partie une journaliste du New York Times, qui est la correspondante du New York Times à la Maison-Blanche, et qui a écrit un article assez dur sur son avocat, l'avocat de Donald Trump, son fidèle parmi les fidèles, Michael Cohen, et elle laisse entendre qu'il va peut-être se retourner maintenant contre Donald Trump. Alors ça fait entrer le président américain dans une fureur terrible, et donc dans une volée de tweets, il prend à partie cette journaliste en disant qu'elle n'a pas de source, que de toute façon c'est une copine de Crooked Hillary, de Hillary Clinton, enfin voilà. Et donc ce sont des choses... On a l'impression qu'on s'habitue, mais en réalité, on ne s'y habitue pas. Et je ne pense pas que les Américains s'y habituent. Alors, est-ce qu'il est le reflet d'une époque ? Oui, parce qu'il y a quand même, je crois, bon an, mal an, un tiers au moins. Trump a un socle qui est solide. Et donc, il y a au moins un tiers des Américains, d'après les sondages, qui approuve ça. S'il continue à tweeter et à tenir ce langage, comme ce que vous venez de passer dans le document sonore que vous avez passé, c'est qu'il a en effet un soutien, une audience qui comprend ce langage-là. Il y a une autre partie des Américains qui est totalement révulsée par cette attitude. Alors, mais moi, ce qui me choque le plus, je pense, et la caractéristique la plus marquante du Trumpisme, de ce qu'on en sait depuis plus d'un an, presque et demi qu'il est au pouvoir, qu'il a été élu, c'est son rapport à la vérité. Et là, je crois que c'est le plus grave parce que il nous a vraiment installés dans l'ère des fake news, des faits alternatifs, comme disait sa collaboratrice. On est dans l'utilisation du mensonge et de la contradiction comme élément du langage politique. Et là, je pense que quand s'efface la distinction entre le vrai et le faux, tout est possible, parce que c'est sur la base de la vérité que se forme le jugement politique des électeurs, de tout le monde. Et là, tout est faussé. Et je pense que ça installe un trouble très profond dans nos démocraties, parce que ça ouvre la porte à toutes sortes de procédés qui sont très graves. Pour vous, Hubert Védrine, Donald Trump, il a d'abord compris l'Amérique de 2017 et de 2018, ou il a en effet compris son époque ? Moi, j'en sais rien. C'est un débat sans fin, hein. Ce que je sais, c'est qu'il... Certes, mais faites un effort. Non, mais on a 20 minutes. Non, mais dans les milieux, disons, intellectuels, convenables, progressistes, en Europe, les gens pensaient qu'il ne serait jamais élu, qu'il n'avait pas vraiment été élu, qu'il y aurait l'impeachment la semaine prochaine, etc., etc. Bon, en fait, il est là. Donc la seule question, c'est comment on se comporte. Parce que débattre sur Trump, à la fin, il a été élu quand même. Le système est absurde, mais enfin, il a été élu. Il représente une part de l'Amérique. Une grande partie des prises de position qui nous paraissent les plus aberrantes sont fondées sur ce qu'attend son électorat, qui est, comme l'a rappelé Sylvie, tout à fait content de ça. Est-ce qu'au fil des mois, vous réussissez à lire une sorte de cohérence diplomatique de Donald Trump ? Oui. Là-dessus, je me suis trompé, parce qu'une fois ou deux, pour aller dans le sens de tout le monde, je disais il est imprévisible. En fait, c'est pas vrai. Il est dangereusement prévisible par rapport à ça. Donc il y a une sorte de cohérence. Il exprime une part de l'Amérique. Et s'il n'y avait pas tellement d'Américains qui s'étaient sentis les dindons de la farce dans la mondialisation, comme d'autres en Europe sur l'Europe, il n'aurait pas été élu, en fait. Donc c'est quand même aussi le résultat d'une sorte d'échec. Bon. Avec la Corée du Nord, par exemple. La seule question, c'est comment on se comporte. Et moi, je pense que pour les autres, il y a très peu de pays qui sont contents de ça. Il y a Israël et l'Arabie, quoi, en gros. Bon.
Les autres, ils sont quand même embêtés, même surtout ceux qui ont besoin d'être un peu alliés. Donc comment on se comporte avec lui en étant le moins dépendant possible. C'est intéressant de voir ce que va donner la manœuvre astucieuse de Macron, qui fait, je suis plutôt le copain, tout le monde le déteste. 3 jours où la mise en scène de l'amitié entre ces deux présidents va être... Je parle de la ligne qui est de... Je vais tenter une espèce d'approche amicale. Bon, alors on peut dire ça va pas tellement marcher, mais comme aucune autre approche ne marche, pourquoi pas. C'est assez habile. Donc la seule question, c'est comment on se comporte par rapport à ça. Et je pense qu'il faut en dépendre le moins possible. Garder nos propres idées, nos propres priorités, nos propres stratégies. Après, advienne que pourra, c'est le problème des Américains. Juste un mot sur la Corée du Nord. Ça, c'est bien joué, ça. Là, vous dites joli coup. C'est bien joué, parce que, enfin, on verra. Mais le fait de le menacer, de le désintégrer, et puis, pof, brusquement d'accepter ça, il n'est pas du tout isolationniste, contrairement à ce qu'on dit. Il est brutal, égoïste, il est vulgaire, et tout ce qu'on veut, mais il n'est pas isolationniste en termes idéologiques. Donc, il tout à fait prêt à faire des opérations originales. Et les Européens feraient bien, à mon avis, de se sortir de l'impasse conceptuelle totale dans laquelle ils sont par rapport à la Russie. Parce qu'un jour ou l'autre, il fera la même chose sur la Russie. Et les Européens, avec leurs sanctions, comme ça, et leurs gémissements, seront laissés sur le bord de la route. C'est vrai qu'on sent bien s'installer, finalement et paradoxalement, l'idée d'une certaine habileté au pouvoir de Donald Trump, notamment dans le domaine économique. Philippe Manière, dans le domaine économique et commercial, notamment, alors avec certes une logique de court terme, une baisse massive de la fiscalité, dont on sait qu'elle va doper la consommation et l'investissement à court terme. Elle peut ensuite être terrible pour l'équilibre budgétaire américain, mais enfin, on salue aujourd'hui cette habileté-là. Oui, alors c'est une habileté qui a principalement une vocation électorale. Encore une fois, n'oublions pas son business aujourd'hui, puisque c'est un homme d'affaires. Donc il a eu plusieurs carrières successives. Aujourd'hui, c'est l'art du deal, qui a été un best-seller qu'il faut lire et relire. C'est comme les grands précis de stratégie éternelle. C'est le ce que je crois de Donald Trump. Non, mais voilà, c'est aussi dans Le Monde l'été, il y a relire Hegel, comme s'il y avait. Donc on peut relire. Ben oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours dire qu'on relit. On peut toujours. Il y a peut-être qu'une poignée de personnes qui l'ont lu. Donc, en tout cas, ce Art of the Deal est intéressant parce que ce qu'il montre, c'est que tout est une question de capacité de négociation et que tout doit être mis au service de cette capacité de négociation. Le mensonge, bien sûr, l'indécence, parce que vous surprenez, surtout dans un pays comme les États-Unis, qui avait toujours été un pays où l'héritage puritain, une forme de civilité qui ressortit sans doute à 200 ans de pratique de la Constitution, où on finit par se mettre d'accord, etc. Tout ça faisait que le decency, comme ils disent, qui est à peu près intraduisible d'ailleurs en français, le decency était quelque chose de très important dans le débat public américain. C'était un critère de jugement pour beaucoup d'Américains malgré leurs désaccords. Et là, c'est ça qui faisait que je me suis complètement trompé en pensant qu'il ne pouvait pas être élu, parce que je pensais qu'il était si manifestement contraire à la decency qui prévaut si fortement aux États-Unis que ça ne pouvait pas marcher. En fait, il a gagné, alors en particulier grâce au système électoral stupide que vous évoquez. Je vais signaler au passage qu'il y a un seul système électoral aussi stupide dans le monde, c'est la mairie de Paris. Vous savez, il y a toujours un swing state, c'est le 12e arrondissement, comme vous avez l'Ohio. Non, mais parce que les Français donnent des leçons du matin au soir. Regardez le système électoral à Paris, c'est exactement le même. C'est-à-dire vous envoyez des grands électeurs par district, etc. Bon, ouais, c'est la même chose. Bon, il y a ça qui a permis d'être élu, puis il y a une très forte demande du peuple. Donc c'est pour ça que, pour répondre à votre question, est-ce que c'est l'homme d'une époque ou est-ce que c'est l'homme d'un pays? C'est l'homme d'une époque. Et là, ça nous ramène à la première partie de notre conversation. C'est-à-dire qu'il y a dans beaucoup de pays des demandes de protection parce que la mondialisation a fait ses effets, qu'elle apporte beaucoup de bienfaits qu'on ne voit pas et beaucoup de méfaits qu'on voit, parce qu'il y a des flux migratoires et la problématique américaine n'est pas tout à fait la même, parce que l'histoire américaine est différente, parce que les frontières américaines sont différentes. Malgré tout, la problématique, elle est là. Donc il y a cette capacité de répondre à des problèmes auxquels les précédents, dans la perception de l'opinion américaine, n'ont pas su répondre. Et puis il y a quand même aussi l'époque. C'est-à-dire l'époque, c'est celle de la télévision. C'est celle, quand vous disiez tout est faussé à cause de Trump, oui, mais tout était faussé avant même Trump. C'est qu'à partir du moment où les gens ne lisent plus, à partir du moment où les gens considèrent que ce soit Fox News d'ailleurs ou le New York Times, évidemment je préfère le New York Times, Sylvie, soyons clairs, mais les gens considèrent que chacun nage dans son canal, chacun pense qu'il est dans le camp de la raison et que les autres ont tort. C'est ça le drame américain depuis 25 ans. Et donc pour finir, il faut comprendre pourquoi cet homme si manifestement indécent, dans la traduction du James Comey, c'est intéressant parce que il est mal traduit en fait. Le titre américain, c'est pas une loyauté à toute épreuve, c'est higher loyalty, c'est-à-dire une loyauté plus élevée. C'est-à-dire, oui, je dois être loyal à mon président. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je dois être loyal à mon pays au point de désavouer mon président? Voilà, c'est ça. C'est une question d'ailleurs éternelle, la désobéissance en quelque sorte. Jusqu'où je peux, voilà. Et cette question-là, elle se pose pour tout le monde, principalement pour les gens qui travaillent avec lui, pour ceux qui ont accepté ou refusé d'aller travailler avec lui au moment où il a constitué. Et d'ailleurs, ça recommence régulièrement puisque you are fired.
période, mais elle se pose aussi pour les Américains dans leur ensemble. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que je connais pas mal d'Américains qui sont des gens cultivés, qui ont de l'argent, qui ont voyagé, pas donc le cœur d'électorat de Trump, et qui soutiennent Trump, qui sont des conservateurs, qui sont pro-Trump. C'est pas la majorité des gens que je connais, mais j'en connais d'assez nombreux. Pourquoi ? Et c'est ça que les Français, à mon avis, n'ont pas assez réalisé. C'est parce que eux, ils pensent que depuis 30 ou 40 ans, il y a ce qu'ils appellent le cultural war, une guerre culturelle qui est à l'œuvre, depuis en gros l'héritage de 68. Et ils pensent que les libéraux, ce qu'on appelle les libéraux, c'est les gens de gauche, progressistes, vus de France, ont remporté des tas de victoires parce que les tribunaux, qui jouent un rôle essentiel aux États-Unis, étaient acquis à la cause libérale. Et l'enjeu pour les gens que je connais qui ont soutenu Trump, quoi qu'ils voient très bien que Trump est indécent, déshonorant, c'est de regagner la majorité des votes dans évidemment la Cour suprême, mais aussi un certain nombre de cours d'appel où on nomme des gens à vie. Il faut bien comprendre qu'on les nomme à vie. Et donc, plein de gens pensent que grâce à Trump, pendant 30 ans, on va avoir un retour de balancier et que ça va leur permettre enfin de faire entendre leurs idées conservatrices. Et ça, à leurs yeux, fussent-ils cultivés, fussent-ils intelligents, eussent-ils voyagé, ça l'emporte sur tout le reste. Trump est certes un clown, mais grâce à ce clown, disent ces gens-là, on va enfin avoir notre revanche dans cette guerre culturelle. Gaspard Ganzer, un clown, ou en tout cas quelqu'un qui maîtrise assez bien les codes de l'image de son époque et du 21e siècle. Alors ce soir, Emmanuel Macron va aller sur Fox News pour un entretien, qu'il a déjà enregistré, qui est la chaîne de télévision préférée du président. On peut s'attendre pour les 3 prochains jours à de fort belles images de mise en scène d'une amitié entre ces deux hommes-là qu'a priori tout oppose. Je reviens un instant à cette position française. Gaspard Ganzer, il a raison, Emmanuel Macron, de jouer cette carte-là de l'amitié avec Trump ? Il faut bien, comme le disait Hubert Védrine, tenter quelque chose. Parce qu'Emmanuel Macron n'est pas dans une position facile. Il a face à lui le géant américain qui, c'est très dur toujours à accepter pour les Français, considère que la France n'est quand même pas un pays à sa hauteur. Quand en général les États-Unis interviennent, ils pensent parfois, militairement, ils pensent parfois à nous informer, éventuellement nous associer, mais honnêtement, c'est pas la position de la France qui le fait changer de position. Donc c'est bien qu'on ait participé à la coalition qui est intervenue en Syrie. Honnêtement, je pense que si on l'avait pas fait, Trump serait quand même intervenu. D'ailleurs, il y a un an, il était intervenu sans nous. Donc ça, c'est le premier point. Donc Emmanuel Macron doit défendre la souveraineté de la France, son indépendance, son positionnement spécifique. C'est ça le plus important. On existe. La deuxième chose, pour Emmanuel Macron, c'est difficile, c'est que je pense que Emmanuel Macron, qui a fait une campagne disruptive, comme on dit, pour être président de la République, est tombé sur beaucoup plus disruptif que lui. Et autant Emmanuel Macron a bien embrassé l'époque au moment de la campagne présidentielle française, mais bon, il l'a fait finalement de façon relativement classique, on l'a dit sur l'Europe, sur d'autres thèmes, etc. Il a parlé de révolution, mais on voit bien depuis un an qu'il n'est pas révolutionnaire, réformisme fort. Mais Trump a vraiment totalement compris son époque. Il en a compris la culture télévisuelle. Il a quand même d'abord été connu grâce à une série, de la télé-réalité The Apprentice. Il continue à cultiver ce canal-là. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a 20 ans, il y avait une série aux États-Unis qui s'appelait Roseanne, qui a été arrêtée pendant 20 ans. Son héroïne, qui est une Trumpiste de première bourre, vient juste de relancer la série, et donc ils sont repartis dans le mode Amérique profonde, etc. Il a compris les médias, il a compris qu'il y avait une défiance médiatique, et il a compris qu'on pouvait prendre les médias à leur propre pêche en permanence, grâce notamment aux réseaux sociaux. Moi, je trouve que le meilleur utilisateur de Twitter, c'est évidemment Trump. Je pense que c'est pas du tout de la folie ou des coups de sang. Il y a peut-être parfois des coups de sang, mais je pense que tout ça est calculé, maîtrisé, etc. Et que ça va pas du tout se terminer. Je pense qu'il fera des émules. Je pense que pour l'instant, il n'en a pas fait, parce que les gens le prennent encore un peu de haut, mais je suis certain que dans les prochaines campagnes, partout dans le monde présidentiel, local, on aura des choses qui se passeront de ce temps-là. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? L'amitié, on peut le tenter, c'est bien, mais il faut surtout quand même installer du rapport de force sur le fond. Moi, ce que j'avais aimé, c'est quand Emmanuel Macron avait installé un rapport de force, ou tenté de le faire plus exactement, sur la question du climat. Sur l'accord de Paris. Sur l'accord de Paris, parce que c'est quand même un de nos biens les plus précieux. Je pense que c'est une grande victoire que nous avons obtenue collectivement, et je pense qu'il a eu raison de le faire. Jusqu'à présent, on n'a pas obtenu grand-chose. Je suis désolé de le dire sur ce terrain-là, et on n'a pas obtenu grand-chose aux États-Unis par ailleurs. Je voyais ce matin quelque chose qui m'a vraiment sidéré. Dans Le Parisien a fait
je cite pas le Monde pour une fois, je suis désolé, a fait la comptabilité. Elle fait la comptabilité, mais c'est un journal que j'aime beaucoup. Elle fait la comptabilité des coups de téléphone entre Macron et Trump. On était tout content de considérer qu'on était celui avec lequel il y avait le plus d'interactions. Honnêtement, c'est bien de se parler au téléphone, c'est beaucoup mieux d'obtenir beaucoup de choses. Certes. Alors c'est vrai que la diplomatie française, Hubert Védrine, fait beaucoup courir le bruit ces derniers jours que Emmanuel Macron a peut-être encore un pouvoir d'influence sur Donald Trump sur quelques dossiers. Alors on cite l'accord de Paris et puis on cite surtout la grande inconnue de l'Iran. L'Iran d'ailleurs ce matin qui menace de reprendre vigoureusement l'enrichissement d'uranium si les États-Unis décidaient de se retirer du traité, c'est-à-dire ça va se passer le 12 mai prochain. Est-ce que vous prêtez à Emmanuel Macron ce pouvoir éventuellement d'influencer le président américain, notamment sur le sujet iranien ? A priori, personne dans le monde ne peut influencer les États-Unis, sauf ceux qui ont un lobby gigantesque, comme pendant longtemps Taïwan, ou l'Arabie pendant longtemps, Israël, enfin plutôt le Likoud. Bon, nous, on n'a pas de lobby aux États-Unis, pour des raisons historiques. Mais on vient de le dire les uns les autres, c'est bien que le président tente ça. C'est intéressant. Quel résultat, on verra. Dans l'affaire du climat, qu'elle faisait allusion, il y a Trump, mais il y a toute l'Amérique. Donc quand l'ensemble des signataires mondiaux dit nous on continue, quoi que décide le président des États-Unis, il y avait pour nous énormément d'entreprises américaines, de villes américaines, d'États, Californie, etc. Donc c'est jouable, c'est fiable. Ça marche. Dans l'affaire, la grande bataille sur comment on gère les questions commerciales, les négociations commerciales internationales, multilatérales, malheureusement, Trump a quelques arguments pour lui, parce que beaucoup de gens pensent que l'organe de règlement des différends n'a pas été à la hauteur de sa mission historique, et a notamment combattu, c'est ce que pensent par exemple tous les avocats spécialisés à Bruxelles, ils disent l'OMC a toujours empêché l'utilisation des moyens légaux, normaux, pour lutter contre les pratiques commerciales contestables. Donc, quand il dit qu'il faut sortir de l'OMC, c'est une connerie. Quand il dit qu'il faut corriger l'organe de règlement des différends, il y a un sujet que les Européens pourraient défendre. Donc, c'est ouvert. Je ne sais pas comment ça va tourner, d'autant que j'ai vu que Trump, après avoir bazardé le principal succès d'Obama, qui était l'accord Pacifique, États-Unis-Pacifique, était génial comme opération. Maintenant, on commence à entendre que peut-être il va revenir, parce que c'est un cadeau géant fait à la Chine. C'est complètement idiot comme démarche. Sur l'Iran, là, c'est un vrai test. Mais je pense qu'il ne faut pas raisonner que sur le voyage du président aux États-Unis, qui est très important, mais aussi sur son voyage en Russie, le mois suivant. C'est la même séquence. Il faut raisonner sur l'ensemble. Alors, est-ce qu'il va obtenir, j'en sais rien, c'est un exploit s'il arrive, à contenir la volonté de Trump et de tout le système américain, de foutre en l'air l'accord iranien que Obama avait aussi imposé avec une intelligence, une persévérance absolument extraordinaire. Peut-être qu'il obtiendra un système tellement embrouillé que les États-Unis diront qu'ils se retirent, mais sans relancer la machine à sanctionner. En tout cas, l'épreuve de vérité pour les autres co-signataires, que sont Grande-Bretagne, Allemagne, France, Chine, Russie, c'est de dire on continue, même si les États-Unis se retirent. Mais là, on prend le risque de tomber sous le coup de ce système insupportable, mais toléré, malheureusement, depuis des décennies, qu'est la machine américaine à sanctionner dans le monde entier, unilatérale, fondée sur le privilège de l'art. Et c'est hallucinant de voir à quel point la sphère occidentale, en tout cas, parce que les Chinois sont un peu différents, supporte ça. C'est inacceptable. Mais Trump a cet instrument. Donc il y a énormément de choses qui se jouent dans la mise en œuvre concrète des décisions de Trump sur l'Iran, qui sont peut-être soit totalement mauvaises, ratées, ou alors tellement embrouillées que peut-être ça peut continuer. Mais en aucun cas, c'est une critique du fait que le président Macron tente. Sur l'enjeu du 12 mai, Sylvie Kaufmann, et du dossier iranien. Oui, je pense que justement une des possibilités de gérer cette attitude de Trump, c'est de s'organiser en dehors de lui, c'est-à-dire d'essayer de travailler avec les États-Unis, de les convaincre comme on le fait avec le climat, sur le climat et sur l'accord iranien, mais de prévoir des possibilités de travailler aussi en dehors. Alors sur le climat, par exemple, ça veut dire travailler avec les États fédérés des États-Unis, avec les grandes villes, avec les grandes compagnies privées, etc. Et sur l'accord iranien, ça veut dire essayer... Là, il y a vraiment un énorme effort diplomatique qui est fait par les Européens. Les équipes sont en train de travailler avec les Américains aussi pour essayer de les convaincre de sauver cet accord. Il y a des initiatives qui sont prises, y compris au niveau législatif. On a vu
que les députés des parlements, de la Chambre des communes britannique, du Bundestag allemand, de l'Assemblée nationale se sont unis. Il y en a plus de 500 qui ont signé une lettre au Congrès américain pour leur dire attention, pesez sur votre président, il faut sauver cet accord, etc. Et essayer de... Il y a aussi des façons peut-être de travailler pour combattre cette terrible extraterritorialité américaine dont parlait Hubert Védrine tout à l'heure. Et puis on voit bien avec l'exemple que vous avez cité, Hubert Védrine, du TPP, du Trans-Pacific Partnership, cet accord commercial avec les pays asiatiques que les États-Unis avaient quitté à la demande de Donald Trump. Ils se sont organisés en dehors de lui, en dehors des États-Unis. Ils l'ont fait quand même, sans les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donald Trump se dit, finalement, on va revenir. Voilà, donc je pense que là, il ne faut pas croire qu'on n'a aucun levier, que la communauté internationale, hors les États-Unis, ne peut rien faire. Non, je crois qu'il y a des choses à faire. C'est difficile, c'est nouveau. Et donc il y a une sorte de réorganisation en coulisses qui a intégré le fonctionnement de Trump, mais pour le dépasser. C'est compliqué, mais je pense que c'est une... Les entreprises vont dire, est-ce que vous nous protégez contre les éventuelles représailles américaines? C'est presque impossible d'ailleurs financièrement. Brièvement, ce qui est intéressant, je trouve, avec un peu de recul dans le comportement de Trump, et on vient d'en citer plusieurs exemples là, tous les quatre, c'est qu'il peut complètement changer d'avis. Si vous voulez, de la même manière qu'il n'y a pas de decency, il n'y a pas non plus de vergogne à se renier soi-même. Ça fait d'ailleurs partie de la même idée en quelque sorte. On raconte quelque chose sans interruption pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et tout d'un coup on fait l'exact contraire. Ça ne le dérange pas, c'est encore art of the deal. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le... Rappelez-vous, c'est un homme qui a fait, non pas fortune, parce qu'il n'a pas gagné grand-chose par rapport à ce qu'il avait en naissant, mais toujours est-il qu'il a plutôt bien réussi. En tout cas, il a la pratique du marché immobilier. C'est un marché particulier, surtout à New York et dans le New Jersey, où il a sur longtemps sévi. Et donc, il est complètement dans cette façon de voir le monde, c'est-à-dire je peux dire n'importe quoi, de toute façon je changerai d'avis, seul compte l'objectif. Alors au début c'est très déstabilisant, surtout que dans le monde des relations internationales on est généralement assez policé, on a tendance à se dire que pour être crédible il faut être assez constant dans le temps, etc. Lui c'est exactement le contraire. Ça emporte beaucoup de bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'il a dites ou qu'il a faites qu'on considérait comme épouvantablement attentatoires, non seulement à la bienséance, à la tradition, mais aussi à nos intérêts. Et puis, quelques jours après, quelques mois après, il revient dessus. Alors, on parlait à l'instant du TPP, c'est très important, mais ce qu'il a fait, par exemple, sur l'acier, c'est complètement délirant, cette histoire d'acier, parce qu'en fait, il cause beaucoup de tort à l'industrie américaine. Mais aussi, l'Europe a très bien réagi. Non, je ne suis pas sûr que l'Europe ait très bien réagi, mais lui, en tout cas, je pense, dès le début, en annonçant qu'il allait bloquer, en tout cas, punir par des tarifs élevés toutes les importations d'acier du monde entier, il savait sans doute dès le début que ça n'allait pas être ça à l'arrivée. Et à l'arrivée, il ne punit plus qu'une partie de ceux qu'il voulait punir. Donc c'est ça qui est très troublant, et en même temps, j'allais dire, le peu d'espoir, le peu de caractère positif qu'on peut avoir dans ce caractère et cette pratique, c'est ça, c'est que faut pas trop s'affoler, pardon de le dire comme ça, c'est-à-dire qu'il dit des choses extrêmement fortes, extrêmement choquantes, et à l'arrivée, souvent, c'est autre chose, et parfois, ces choses choquantes peuvent avoir un impact positif. Donc en fait, par rapport à l'idée qu'on peut se faire habituellement, traditionnellement, de l'impact de la manière de parler, de cette manière de parler, il faut complètement réviser en fait nos classiques. Un mode d'emploi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour ce mode d'emploi. Très brièvement, conseil de lecture, Compte à rebours, l'excellent livre d'Hubert Védrine qui vient de sortir en librairie et qui permet peut-être justement d'avoir quelques clés pour comprendre ce monde en totale réorganisation. Sylvie Kaufmann, vous vouliez nous parler du livre de James Comey, bien sûr. Oui, sur le mensonge et dont vérité. on a cité tout à l'heure, et puis aussi un livre qui sort cette semaine, de Maya Candel, une chercheuse spécialisée aux États-Unis, qui s'appelle Les États-Unis et le monde. C'est de George Washington à Donald Trump. C'est très utile. C'est chez Perrin. Et juste, je voulais dire une petite chose. Philippe Manière parlait des gens qui sont pour Trump, dans les gens riches qui sont pour Trump. Et cultivés. Et cultivés, ça n'est pas seulement pour une raison culturelle, c'est aussi parce que la politique fiscale de Trump leur est très favorable. Très attractif pour Gaspard Ganzer. Conseil de lecture, il faut relire, parce qu'on peut relire aussi Elroy, American Tabloid, parce que tout est dit. Et puis moi, comme ça a été ici sur beaucoup d'antennes, je conseille quand même de lire le bouquin de Philippe Lançon, Le Lambeau, qui est le plus beau livre de l'année. Ouais. Philippe Manière. Un tout petit livre très bref qui m'a à la fois ému et amusé, de Anne Bormans, et qui s'appelle Une saison chez Lévy, et elle a travaillé avec Thierry Lévy, qui était un personnage hors du commun, et elle en parle de manière très particulière, et c'est tout à fait étonnant et intéressant. Hubert Védrine, le mot de la fin. Moi je recommande L'Oge de l'oubli. Dont vous nous aviez déjà parlé dans cette émission. Dans la occidentale, c'est le seul qui ose dire, disons, l'imprescriptibilité enferme les sociétés dans une espèce de mémoire collective construite, névrotique. Donc il ne dit pas qu'il ne faut pas se souvenir, mais il y a certainement un droit à l'oubli. Dépasser.
Merci beaucoup Hubert Védrine, Sylvie Kaufmann, Gaspard Ganzer et Philippe Manière pour cette grande première. Merci à Céline Leclerc qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige et Camille Garin. Tout de suite, un déjeuner du dimanche exceptionnel. Alain Krugère vous invite à la table de Christophe Pelé, élu chef de l'année par le guide Pudlowski. Il dirige le Clarence, 2 étoiles au guide Michelin, me dit-on, et qui nous raconte le leadership en cuisine, différent ou pas de ce leadership que nous avons évoqué aujourd'hui. Bon dimanche et à la semaine prochaine. France Culture, l'esprit d'ouverture.